Les infertiles remercient du plus profond de leur cœur PDF Avocat parce que sans eux, on ne serait pas ici en train d'enregistrer aujourd'hui. Alors, grâce à leur appui financier, on peut enregistrer pour vous de nouveaux épisodes. PDF Avocat offre, entre autres, le service de préparation des procédures pour l'établissement judiciaire de la filiation, pour les processus de grossesse pour autrui au Québec durant la période transitoire, soit pour les grossesses qui ont débuté entre le 6 juin 2023 et le 5 mars 2024, et pour lesquelles toutes les parties sont domiciliées au Québec, c'est-à-dire les parents d'intention et la femme porteuse. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur les services offerts par PDF Avocat, consultez leur site Internet, suivez-les sur Facebook et Instagram. Merci beaucoup, PDF Avocat. Rebonjour Anne-Marie. Allô. Rebonjour Dr Elias Dadou, directeur médical du Centre de procréation assistée du CHU Sainte-Justine. Donc, on a devant nous un maximum 30 minutes. Et la première question que j'ai envie de poser fait suite à la fin de notre conversation de l'épisode précédent où on parlait beaucoup des embryons et du nombre de jours des embryons. Semble-t-il qu'un embryon a plus de chances de continuer son développement à l'intérieur d'un utérus qu'en laboratoire? Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, il y a longtemps, oui. Actuellement, comme je dis, que j'ai terminé avec les progrès de la fécondation in vitro et les progrès des milieux de culture. C'est ce qui a changé. En fait, ce qu'on essaye de faire, on essaye de ressembler beaucoup les milieux de culture et simuler le milieu naturel. Donc aujourd'hui, quand je parle de culture prolongée, je dis qu'il y avait quelques années, 10, 15, 20 ans, c'était moins performant, mais c'est performant actuellement parce qu'on essaie d'imiter et de vraiment ressembler tout ce qui est culture embryonnaire au milieu naturel. Mm-hmm. Donc jusqu'au jour 5, jour 6, je dirais la culture embryonnaire dans le laboratoire est très proche actuellement de la culture embryonnaire d'un seul embryon in vivo. Le in vitro se ressemble beaucoup au in vivo actuellement. OK. Je suis pas sûre de comprendre qu'est-ce que vous voulez dire. Mais parce que je veux dire, naturellement, là, notre embryon, avant de se rendre à jour 5, il est parti de la même place qu'en laboratoire. Là. Sa création a eu le même chemin. Très bon. En fait, votre question, je vais vous dire, si on met les conditions aujourd'hui, on sait très bien que l'oxygène dans l'air est à 21%. On est d'accord. Mais ce qu'on fait dans les milieux de culture, dans les incubateurs chez nous pour produire ces embryons, mais on les met en milieu hypoxique parce qu'au niveau de la trompe, en moyenne, l'oxygène est à 5%. Donc, on veut avoir cette même concentration d'oxygène pour pouvoir aller en culture prolongée dans les incubateurs qu'on fait en milieu. Donc, vous reproduisez exactement les mêmes paramètres, les mêmes l'environnement utérin, on le transpose dans le laboratoire. Oui. C'est ça qui a révolutionné les techniques et c'est ce qui a progressé dans les 20 dernières années. Okay. Donc pour vous, vous continuez de dire que c'est mieux de laisser un embryon se développer jusqu'à jour 5, 6 avant de le développer dans l'utérus pour avant de le transférer. Ah oui, avant de le transférer dans l'utérus pour maximiser les chances de succès. Avec ça, je vais insister sur le nombre d'embryons. Parce que tout dépend du nombre d'embryons. Il faut dire que tout ce qu'on fait actuellement, c'est une sélection embryonnaire. Si on a plusieurs nombres d'embryons au jour 3, c'est sûr, il y a un avantage à les laisser aller en culture prolongée. Parce que supposons j'ai 8 embryons au jour 3, ils se ressemblent tous, mais je veux sélectionner un embryon pour le transfert, donc c'est mieux de les pousser en culture prolongée. Ils vont être mieux sélectionner plus fort et mieux sélectionner au jour 5, jour 6. Je vais perdre en nombre, mais la sélection embryonnaire va être plus performante au jour 5, jour 6. Là, je les sélectionne avec d'autres critères. Un embryon qui est mieux sélectionné que les autres embryons et je congèle les autres. Si j'ai un seul embryon au jour 3, c'est une décision que parfois un médecin, qu'une clinique va prendre, que peut-être ça ne vaut pas la peine de le pousser en culture prolongée à jour 5. On a un seul embryon. Ici, il n'y a pas de sélection à faire. C'est le même embryon. Ouais, si je le transfère à jour 3, à jour 5, est-ce qu'il y a une différence? En termes de transfert d'embryons frais, je dirais non. En termes d'embryons congelés, il y a encore un débat. Est-ce que c'est mieux de le congeler à jour 5, au jour 3?
C'est encore controversé, mais c'est sur un seul embryon, il n'y a pas de sélection embryonnaire à faire. C'est mieux peut-être de le transférer à jour 3. J'attendrai jour 3 avant. OK. Donc, c'est pas parce que c'est congelé à jour 3 que c'est nécessairement parce qu'il est de mauvaise qualité. Parce que ça, c'est une croyance quand même qui circule. Oui, c'est vrai. Que si notre embryon est congelé à jour 3, c'est automatiquement parce qu'il est mauvaise qualité. Je pars du principe que tout embryon qui est congelé ou vitrifié, je veux dire vitrifié maintenant. Oui. Bon, maintenant qu'on sait c'est quoi. C'est la vitre. Pensez à la vitre. Oui. Il est mis dans une vitre, l'embryon. Il est déjà de bonne qualité. Ouais. Un embryon qui est vitrifié ne peut pas être de mauvaise qualité. Est-ce que la question que j'ai une réponse, est-ce qu'un embryon qui est vitrifié à jour 5 ou jour 6, il donne des meilleures chances de grossesse que s'il est vitrifié à jour 3? Définitivement. Il est mieux sélectionné. Il ne faut pas oublier qu'il a été choisi par plusieurs embryons. Donc, c'est pas parce qu'il est à jour 5, c'est juste parce qu'on a pu le sélectionner parmi d'autres. Exactement. Si c'est le même embryon, en jour 3, c'est le même embryon. Moi, aujourd'hui, je suis la même personne. Aujourd'hui, on est quoi? On est jeudi. Samedi. Que samedi. Je ne suis pas différent samedi. C'est juste pour faire une comparaison facile. Moi, c'est la même personne. Donc, dans une autre journée, mais je suis la même personne. L'embryon de jour 5 qu'on a sélectionné aurait eu la même chance si on l'avait transféré à jour 3. C'est juste qu'on n'aurait pas su que parmi ses frères et sœurs, il est le meilleur. Meilleur. Donc, la culture prolongée va permettre une meilleure sélection de l'embryon qu'on transfère. Et c'est très valable et ça a beaucoup de sens quand on pratique ce qu'on fait actuellement, le transfert d'un seul embryon. Mais qu'est-ce qui arrive? Parce qu'il y a certaines personnes, couples, femmes, qui vont avoir plusieurs embryons, donc certains jour 3, certains jour 5. Qu'est-ce qui arrive? Alors là, on a vraiment choisi de laisser avancer et congeler à jour 3. Okay. La plupart actuellement des cliniques, je ne veux pas rentrer dans chaque cas parce que chaque cas est différent. Ouais. La plupart des cliniques, ils vont décider soit d'aller en culture prolongée, soit de ne pas aller en culture prolongée. Mais je veux dire, il y en a qui ont les deux. Il y a des personnes, des patients qui ont vraiment... Les deux. Ils ont des embryons de jour 3 et des embryons de jour 5. Donc, ça dépend du nombre... Dans une même ponction. Non, ouais. Oui, non, je comprends ce que vous dites. Si pour revenir, pour faire un transfert d'embryon congelé, personnellement, et je pense que c'est ça ce que chaque médecin va faire, il va commencer à transférer les embryons jour 5 parce qu'ils sont mieux sélectionnés. Mais alors, pourquoi? Pourquoi il y en a de jour 3 puis de jour 5? Pourquoi on a dit ceux-là, on les congèle à jour 3 puis ceux-là, on les laisse aller? Ça, c'est une décision qui a été prise avec le patient, avec les embryologistes, la qualité des embryons. Pas nécessairement. Ah, c'est ça, donc c'est l'embryon. Vraiment, c'est un cas particulier, je ne peux pas vous répondre. Oui, je sais qu'il y a des cas qui sont congelés jour 3, jour 5, mais si... Mais dans ce cas-là, c'est parce que l'embryon jour 3... Ça dépend du nom. Moi, je dirais comme ça, je ne connais pas chaque cas. C'est difficile de donner vraiment une explication à ce cas précis, mais je dirais c'est le nombre d'embryons à jour 3 et la qualité de l'embryon jour 3 qui a décidé. Je vous donne un exemple. Si la plupart des embryons à jour 3, vraiment juste à titre d'exemple, j'ai 4 embryons jour 3, un qui est de très bonne qualité, qu'on peut transférer, un autre qui est aussi de bonne qualité qu'on peut congeler, les deux autres sont de moindre qualité. Là, au lieu de dire ils sont de mauvaise qualité, on ne peut pas les congeler jour 3, on va les pousser en culture prolongée. Ceux qui sont de moins bonne qualité. Oui. On arrive, bonne chance. Tant mieux, on arrive à jour 5, jour 6, on a des embryons à congeler jour 5, jour 6. Donc, c'est la même patiente, par un seul prélèvement d'ovule, qui a déjà un embryon transféré jour 3, qui a un embryon congelé jour 3 de bonne qualité, et elle a encore un embryon ou 2 embryons qui ont été rendus à jour 5, jour 6 congelés. Donc, dans ce scénario, les embryons, le choix, c'est que les embryons de moins bonne qualité, on a décidé, voyons voir s'ils vont se rendre à jour 5. Exactement. Donc, c'est les moins bons qui ont été poussés jusqu'à jour 5. Parce que je pars du principe que tout embryon à congeler devrait être d'une qualité bonne. C'est-à-dire, il y a des critères minimaux pour la congélation, la vitrification. Donc, si cet embryon était de moindre qualité jour 3, donc ils ont décidé, pour une raison X, de le pousser en culture prolongée jour 5, jour 6, puis c'est là qu'ils se sont rendus compte, les embryologistes, il est de bonne qualité, je peux le congeler à jour 5 ou jour 6. Okay. Donc, c'est la même patiente qui se trouve avec jour 5, jour 6. Je vous donne à titre d'exemple. Il y a tellement d'autres exemples. Ouais. Je ne veux pas nommer tous les exemples. Et chaque cas est différent. Mais ça, c'est un exemple qui me vient en tête, puis c'est typique. Donc, c'est ça ce qu'on fait dans ces cas-là. Bon. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a quand même plus de taux de réussite avec un transfert d'un embryon de jour 5 qu'avec un jour 3? Oui, parce qu'il est mieux sélectionné. Ça, c'est sûr. C'est un fait. Il y a à peu près, si je prends une patiente, il y a à peu près de 15% de moins à jour 3. Par contre, j'insiste sur le fait,
si c'est le même embryon, il ne devrait pas y avoir de différence. Ah, c'est ça, mais comme je dis encore une fois, je suis la même personne aujourd'hui et samedi. Mais c'est parce que je pense qu'il y a une compréhension dans la communauté que un embryon jour 3 est automatiquement de mauvaise qualité. Oui. Si on retourne... Si je retourne il y a 15 ans, n'oublions pas que aujourd'hui, si je prends le registre de toutes les naissances vivantes en fécondation in vitro, il ne faut pas oublier que la plupart, je parle aujourd'hui dans 5, 10 ans, il va y avoir d'autres, la plupart viennent d'embryons jour 3. Hein? Ouais. Donc, il y a eu beaucoup de naissances vivantes qui sont d'embryons jour 3. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la majorité des gens pensent que embryon 3 égale pas bonne qualité? Je veux dire... Non, il est de bonne qualité, mais il y a un nombre moindre d'embryons à jour 3. C'est pour ça qu'ils ont décidé de le transférer à jour 3, pas à jour 5. C'est-à-dire, si on arrive à jour 3, on n'a pas beaucoup d'embryons, les embryologistes et la clinique et le médecin avec les couples vont prendre peut-être une décision. Au lieu de prendre le risque de le pousser en culture prolongée et perdre cet embryon, peut-être ils vont le transférer à jour 3 et lui donner quand même une bonne chance de grossesse, qui n'est pas la même s'il se rend à jour 5, parce qu'il y a un nombre moindre d'embryons à jour 3. En fait, ma question, c'était plus, qu'est-ce qui fait, selon vous, que les gens ne comprennent pas, ne savent pas ça, qu'on stigmatise les embryons 3 comme de pas bonne qualité, alors que ce que vous me dites, c'est que c'est pas nécessairement le cas? Pourquoi? Quelle information a été donnée? C'est parce que, en fait, je ne sais pas si c'est une information qui a été donnée, c'est juste des idées qui sont préétablies. Moi, je pense le jour 5... Mais je pense parce que le jour 5, il donne plus de chances de grossesse, encore une fois. C'est sûr, c'est un fait, c'est une réalité. Un embryon, la moyenne, si je prends tous les embryons jour 5 qui ont été transférés, les chances de grossesse sont plus élevées qu'un embryon jour 3 qui a été transféré, du fait que c'était un embryon mieux sélectionné. Mais si je prends le même embryon, jour 3 ou jour 5, un seul embryon, il va donner la même chance de grossesse. Mais c'est sûr, c'est des embryons sélectionnés. Par embryon, il ne faut pas oublier, par embryon, le jour 5, en moyenne, va donner plus de chances de grossesse. Ouais. Donc, un embryon qui ne fonctionne pas à jour 3 ne fonctionnera pas à jour 5. Et l'inverse est... Un embryon qu'on transfère à jour 3, s'il ne fonctionne pas, il n'aurait pas plus fonctionné si on l'aurait laissé pousser à jour 5. Probablement, oui. Ce que vous dites est vrai. C'est ça. Donc, c'est la même chose, peut dire qu'un embryon qui fonctionne à jour 5 aurait fonctionné à jour 3 aussi. Tout à fait. La seule chose qui reste controversée encore, il semble, puis c'est encore reste à confirmer, ça c'est mon opinion personnelle, puis je dis opinion personnelle, il semble que les embryons à jour 5 résistent mieux à la vitrification et performent mieux en vitrification des embryons à jour 3. Il y a actuellement tendance, je ne dis pas que c'est... De les réchauffer? Vous voulez dire? Oui, en les réchauffant, même en faisant la vitrification. Donc, c'est sûr, quand on y va en congelé... Mais ils sont vitrifiés avant de devenir jour 3 ou 5? Non, ils vont être vitrifiés quand ils sont jour 3 ou jour 5. Ah oui, c'est... Donc, c'est correct. Longue journée. Non, c'est correct. C'est beaucoup d'informations, puis beaucoup de choses techniques, c'est des détails quand même très poussés. Donc, tout embryon, il sera à jour 3. Là, on décide de le vitrifier, de le congeler à jour 3 ou à jour 5. OK. Cette technique de vitrification, il semble qu'elle donne plus de chances de grossesse, plus de chances de taux de réussite ou de taux de survie à jour 5, jour 6, à jour 3. Puis j'insiste sur le fait, reste à prouver. J'ai l'impression, peut-être les études à venir vont dire qu'on est d'un côté ou de l'autre, mais il y a beaucoup plus de gens qui sont plus à l'aise de vitrifier des jours 5, jour 6 que de vitrifier des jours 3. Ils sont moins fragiles. Oui, et ils sont plus résistants et ils sont plus sélectionnés. Encore, j'insiste, si il y a c'est-à-dire un mot à retenir de tout ce que je viens de dire sur les embryons jour 5, jour 3, c'est la sélection. Ouais. Le jour 5, jour 6, aujourd'hui, il a tout le sens parce qu'on pratique au Québec et dans le monde entier un transfert sélectif d'un seul embryon. Le sélectif vient de sélection. Ouais. Donc, quand on dit on est mandaté, il y a une loi au Québec. N'oublions pas qui oblige les médecins et toutes les cliniques à transférer un seul embryon, exceptionnellement 2 embryons, mais cette technique ou cette façon de faire, elle nous oblige à faire une meilleure sélection d'un seul embryon. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, la meilleure sélection embryonnaire, jusqu'à preuve du contraire, est en poussant les embryons en culture prolongée jour 5 ou jour 6. Okay. Bon. Blastocyste. Merci. J'aurais, je crois, une dernière question sur les embryons, parce qu'après ça, il n'y a pas juste les embryons dans la vie, hein? J'aurais d'autres questions. Ben, on aurait d'autres questions. OK. Une fois qu'on a les embryons, puis qu'on peut, tu sais, bon, il y en a plus qu'un, là, donc faut les vitrifier, pour ne pas dire faut les congeler. Est-ce que le réchauffement, c'est pour dire la dévitrification, peut jouer sur la qualité de l'embryon?
Mais là, vous avez dit qu'un embryon de jour 5 a une meilleure résistance qu'un... En fait, non. Même parfois, quand il survit à au réchauffement, on voit même qu'il reprend son développement après d'autres... Donc, aujourd'hui, je ne veux pas dire zéro impact, mais peu ou presque pas d'impact de la vitrification sur la congélation, d'où le taux de survie qui est excellent, et d'où le taux de grossesse, il est excellent. Il y a dans quelques circonstances où même la congélation ou la vitrification, les transferts d'embryons vitrifiés qui ont été réchauffés va donner plus de chances de grossesse qu'un transfert d'embryons frais. J'explique peut-être dans les patientes qui ont le syndrome des ovaires polykystiques, où l'endomètre est hyperstimulé, à part le risque d'hyperstimulation ovarienne, parfois les chances d'implantation d'un endomètre hyperstimulé va donner moindre de chances de grossesse pour le milieu hormonal. Il est un peu plus toxique que de le transférer dans un cycle qu'on appelle naturel ou un cycle artificiel, mais en termes de transfert d'embryons congelés. Mm-hmm. OK. Donc, parce que j'ai appris entre les branches que votre laboratoire, le laboratoire d'embryologie, est fermé la fin de semaine, hein? Non, il n'est pas fermé. Oui. Il est très ouvert. Il est très ouvert. Très ouvert, là. Mais en fait, tous les jours. Je peux vous faire une belle visite un samedi, dimanche avec grand plaisir. Il n'y a aucun laboratoire qui est fermé. Ils ne peuvent pas fermer, ça veut dire. Ben, je vais scraper ma prochaine question d'abord. C'est bon, okay, on a éliminé une question. Prochaine. Et je vous invite, Élodie, à faire une visite chez nous ou dans d'autres cliniques de fertilité ou des laboratoires d'embryologie sont très actifs les fins de semaine. Ben, je trouvais ça bizarre aussi, là, qu'on me dise que un laboratoire d'une clinique de fertilité était fermé une fin de semaine, là. Fait que c'est pour ça que je voulais mettre ça au clair. Vous voyez, je suis contente de l'avoir fait. C'est dit. Votre laboratoire est ouvert le week-end? En fait, là, je pense tous les laboratoires de cliniques de sperme sont ouverts. Aussi, là. Je parle de mots, mais tous les laboratoires des cliniques de fertilité. Bon, c'est ce que je pensais. Bon, les embryologistes travaillent très fort. Ils viennent les samedis, dimanches. Ils regardent le développement embryonnaire. Puis ils disent, ça va bien. Donc, dormez bien les embryons. Réveillez-vous au jour 5, jour 6. On va vous transférer. Super. Dans l'épisode qu'on a enregistré ensemble il y a quelques mois, vous avez parlé du fait que dans la vie en général, il y a plus de mauvais embryons qui sont créés que de bons embryons. Est-ce que ça, c'est une information que vous donnez à vos patients à un certain moment au courant de leur processus? Oui, en fait, le taux de grossesse dépend de cette information cruciale qui est les anomalies chromosomiques au niveau des embryons. Mm-hmm. Donc, comme je dis, il y a la plupart des embryons dans un cycle normal ou même en cycle de fécondation in vitro concret ou qui se développent sont chromosomiquement anormaux. C'est là où les chances de grossesse ne sont pas 100%. Puis même si on transfère un embryon chromosomiquement normal, on ne va pas arriver à 100%, on va arriver à 70%. Donc, le fait de ne pas être à 100%, c'est sûr, il y a un facteur embryonnaire important, d'où les anomalies chromosomiques, et d'autres facteurs qui peuvent jouer. Mais c'est une information que je dis souvent aux patients, puis ça détermine pourquoi les chances de grossesse diminuent avec l'âge. En fait, ça reflète vraiment la diminution importante des taux de grossesse liés à l'avancement de l'âge de la femme. Parce que plus l'âge de l'ovule avance, plus la qualité embryonnaire diminue et la qualité de l'ovule diminue. Mais quand elle diminue, c'est les anomalies chromosomiques qui augmentent. Les taux de grossesse vont être moindres et les risques de fausse couche vont être plus augmentés. Bien, je vous remercie de donner cette information-là, sincèrement, parce que je ne suis pas suivie à Sainte-Justine et je ne connaissais pas cette information-là. Et la première fois que vous me l'avez dite, c'était en pré-entrevue. Et pour être bien honnête avec vous, et je l'ai dit à mon médecin traitant, que quand vous me l'avez dit, quand vous m'avez donné cette information-là, ça m'a vraiment comme soulagée, ça m'a enlevé une pression, ça m'a déculpabilisé aussi de me dire OK, c'est pas nécessairement de ma faute si ça fonctionne pas. Puis ça m'a aussi enlevé une pression de dire OK, il y a quand même des bonnes chances que ça fonctionne pas parce que tu sais, on s'accroche beaucoup à l'espoir que ça fonctionne puis que bon, on se fait faire un transfert, c'est my God, c'est le jour J, tu sais, on met tout c'est ça notre espoir là-dessus, puis je sais pas, ça m'a vraiment ça fait en sorte que j'ai une toute autre approche envers mon processus puis mes transferts d'embryons. Tu sais, je suis beaucoup plus, je veux pas dire détachée, mais je suis moins stressée. Je suis moins, je me mets moins de pression. Puis je pense que si je me suis sentie comme ça, ben il y en a peut-être d'autres qui se sentiraient comme ça. Puis je trouve que c'est une information
qui est bonne à donner et ce n'est pas la seule qui est bonne à donner dans le sens où je pense qu'il y a vraiment plusieurs informations que les patients ont le droit de savoir, puis ça en fait partie. Fait que, bref, je voulais juste faire cette parenthèse-là parce que je trouve que c'est bien de mentionner cette information-là pour le bien-être mental, psychologique des patients. En fait, merci. Puis je veux insister sur le fait qu'en fertilité, les attentes sont très élevées. Puis il faut vraiment avoir confiance à l'équipe médicale. Puis quand je parle de l'équipe médicale, le médecin traitant, les embryologistes, les infirmières de la clinique où toute personne fait son traitement. Puis il faut vraiment les attentes, je ne veux pas dire, c'est pas pour justifier un échec que je dis ça, mais les attentes doivent être un peu réalistes. Parce qu'en fécondation, il n'y a pas de garantie et il n'y a pas de 100% malheureusement. Mm-hmm. Donc, quand vous faites confiance, en fait, qu'est-ce qu'une personne devrait rechercher en traitement de fertilité avec l'état actuel de la situation, avec ses paramètres biologiques, avoir le maximum de chances de grossesse par un traitement de fertilité. Est-ce qu'on va arriver au succès? On le désire, tout le monde le désire. Puis si on arrive, tant mieux. Et on est très content. Et c'est l'objectif ultime. Mais il faut vraiment enlever cette pression parce que, comme vous dites, l'aspect psychologique est hyper important. Puis il faut vraiment voir les attentes, donc les bien clarifier avant le début de tout traitement de fertilité. Mm-hmm. Ça, c'est essentiel quand on fait affaire avec la fécondation in vitro, avec la procréation assistée. Mm-hmm. Parce que malheureusement, une infection, une appendicite, on l'enlève, on est guéri à 100%, à presque 100%. Une infection urinaire, c'est ce qui n'est pas le cas dans les traitements de l'infertilité, malheureusement. Mm-hmm. Non, puis c'est ça. Puis je sais, là, je comprends là, que le système... de santé déborde, puis que des fois, on est plusieurs là, au Québec à avoir des troubles de fertilité, fait que les cliniques débordent, puis je peux comprendre que des fois, le temps est compté ou est limité quand un patient est dans le bureau avec un médecin, fait que je peux comprendre qu'à quelque part, on peut pas comme donner toute l'information. En tout cas, bref, je voulais juste faire une petite parenthèse. J'enchaînerai avec une prochaine question pas rapport avec les embryons. La fameuse question de l'incompatibilité. Le mystère entourant l'incompatibilité. Il y a des gens qui disent qu'ils se sont fait donner un diagnostic d'incompatibilité par leur médecin. Et il y a des médecins qui disent « J'en ai entendu parler de ça, moi, de l'incompatibilité. » Alors, c'est-tu vrai? Ça existe-tu des cas d'incompatibilité? En fait, j'ai souri parce que c'est une question qui m'est demandée souvent. Puis moi, je réponds de façon, je dis naïf, mais en même temps logique. Je dis l'incompatibilité, c'est dans vos caractères. Si un couple est compatible à vivre ensemble, je peux vous dire la biologie n'a rien à voir avec l'incompatibilité. OK. Fait qu'il y a parce pas... en fait, ce qui prouve qu'est-ce que je suis en train de dire, si les gens sont incompatibles parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir une grossesse spontanée, mais alors, comment on fait pour les rendre compatibles chez nous quand ils viennent faire des traitements de fertilité? OK. Puis j'ai un sourire, ça veut dire que vous avez aimé mon commentaire, mais j'ai toujours un sourire, puis je rassure les patients en leur disant, est-ce que vous êtes compatibles ensemble? C'est ça. Ils m'ont dit oui, ça veut dire en société, on est compatibles, il n'y a pas de problème si vous êtes pour vivre en couple. Donc il n'y a pas comme un type de sang il n'y en a pas. En fait, puis les chances de grossesse vont augmenter avec les techniques de procréation assistée. Mais il n'y a pas, parce que moi aussi j'ai déjà entendu ça, là, sont incompatibles par le sang. Mais moi, quand j'étais enfant, je pensais, enfant, genre moins de 10 ans, je pensais qu'il fallait se faire tester pour savoir si notre type... Le groupe sanguin. Le groupe sanguin. Oui. Et je me demandais si le groupe sanguin de mes parents devait fonctionner avec le groupe sanguin de ma mère, s'ils avaient réussi à avoir en fait, ça, c'est un mythe, vraiment, qu'il faut... Mais moi, j'ai toujours pensé qu'il faut clarifier. En fait, il y a 3 groupes sanguins. Il y a le A, B, le AB et le O. Donc, 4 groupes sanguins, résus positifs, résus négatifs. Ouais. Tous ces groupes sanguins peuvent être ensemble, avoir des enfants. Faire une orgie. Ça veut dire... Vous l'avez dit, moi... Il est comme, non, moi, je ne vais pas là. Non, pas du tout, en fait. C'est juste faire vraiment... Donc, tout le monde peut avoir... C'est la journée, docteur. Oui, donc, bon travail. Vous avez le droit à un grand repos ce soir, un bon verre de vin, mais...
Donc, il n'y a aucune incompatibilité, puis surtout pas pour les groupes sanguins. La seule chose, juste, ça vient de... Ah, mais je suis obligé, parce que j'ai un groupe rhésus négatif, de recevoir une injection pour protéger. Mais ça, c'est sûr. Si l'enfant qu'elle porte, parce qu'il y a un risque que l'enfant qu'elle porte, il est positif, elle peut développer des anticorps contre les globules rouges de l'enfant, mais ça n'a rien à voir avec l'incompatibilité. OK. J'ai envie de poser une question, mais je trouve que ça finirait un petit peu brutalement l'épisode. L'avant-dernière, là, non, l'autre page. Je ne connais pas de détails, OK? On peut l'enlever, alors. J'ai vu ça hier, mais c'est pas brutal, c'est que je veux juste pas faire peur au monde, là. J'ai vu ça hier, qu'il y a une nouvelle étude, je sais pas où, je sais pas qui a fait l'étude, OK, qui est sortie, qui dit qu'on retrouverait des traces de microplastique à l'intérieur des testicules de tous les hommes. Et que donc, ça affecterait la fertilité, là, bien évidemment. C'est quoi, microplastique, comme des morceaux de plastique? Oui, littéralement. Microplastics. Ma question pour vous est, est-ce que vous pensez qu'un jour, là, genre dans des centaines d'années, là, l'être humain sera plus capable de faire des enfants? En fait, non, je dirais, je suis sûr qu'il va être capable de faire des enfants. Ouais. Puis n'oublions pas que le nombre de personnes dans le monde entier est en train d'augmenter. Ouais. On vit beaucoup de... Mais la pollution aussi augmente. Oui, mais le taux de natalité augmente. Si on prend, on est rendu 7-8 milliards sur la planète Terre, donc dans la planète Terre. Donc c'est quand même un nombre très élevé. Je ne pense pas cette capacité de faire des enfants, de production, va être limitée un jour. Ça va continuer. Moi, je dirais, pour des personnes, ça va augmenter les taux d'infertilité à cause de changements démographiques, en fait, à cause de l'âge de la femme pour la première grossesse, les changements, la pollution et tout ça. Mais en général, si on prend le nombre total, il y a quand même des populations qui sont... Il y a des taux de natalité encore dans des pays qui sont de l'ordre de 10-12%. Je ne pense pas que ces 10-12% vont diminuer avec le temps, parce que il ne faut pas oublier que c'est des personnes qui font des enfants plus jeunes. OK. Puis, je ne dirais pas une idée, en fait, c'est juste un mystère ou bien juste une idée. C'est plus quelque chose d'établi que plus l'ovule est jeune, plus elle peut corriger un facteur masculin. Donc, si le conjoint a un nombre de spermatozoïdes moindre, mobilité moindre, mais la patiente a 25 ans, 30 ans, mais elle peut corriger puis choisir un meilleur spermatozoïde si elle a 40, 42 ans avec un spermogramme normal. Okay. Donc, plus la population est jeune, plus elle est capable de faire plus de bébés. OK. Après, il faut décider quand on va être prêt à fonder une famille. Ça, c'est tout c'est plus sociétal. Ça, c'est l'enjeu. Ouais. Ça veut dire que je n'ai pas de réponse à ça. Chaque couple va déterminer quel est le meilleur moment pour faire sa famille et fonder une famille et faire des enfants. Est-ce que c'est à 25 ans, 30, 35 ans? Beaucoup de facteurs de la sociétale, personnelle rentrent en jeu. Mais puis je ne suis pas au courant de l'étude. De cette étude-là, OK. Ouais, parfait. Bon, ben si vous n'êtes pas au courant, c'est que ça doit pas être bien plausible. Non, peut-être elle vient de sortir, puis je ne suis pas au courant, je ne l'ai pas lu encore. OK, bon, peut-être. Vous êtes avant-gardiste, oui, c'est Élodie. ça. Oh oui, moi, je connais les affaires avec les médecins, les connaissent, là. C'est parfait. En terminant, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Sûrement, là, parce que si c'est quelque chose que vous dites souvent, vous allez savoir de quoi je parle, mais je me souviens en pré-entrevue. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en pré-entrevue, oui. Oui, c'est ça. Vous m'avez dit il y a quelque chose que vous dites à vos patients quand vous faites un transfert. En fait, c'est ma passion pour ma surspécialité. Je dis toujours ce qu'on fait, c'est on espère avoir la vie. Puis quand on fait un transfert d'embryon, je suis encore ému. On transfère la vie en espérant que cette vie s'accroche et donne une naissance vivante, une vie, en fait, je ne veux pas dire une vie éternelle, mais une vie pleine avec beaucoup de bonheur, beaucoup de santé à tout le monde. Et merci encore pour cette excellente émission. Et je souhaite une longue vie avec les couples fertiles. On va changer le nom. Et beaucoup de commanditaires qui s'en viennent parce que c'est une cause noble que vous supportez. Et si je peux aider d'une façon ou d'une autre, et je pense que tous les spécialistes au Québec sont prêts à venir vous supporter. D'accord. Et moi, juste un petit conseil, ce serait bien un jour de peut-être une infirmière, un embryologiste
qui vont regarder peut-être un autre côté. Ça serait très pertinent pour vous, juste comme ça. Absolument. On n'a pas fini là, d'approcher des spécialistes, puis on n'a pas épuisé tous nos sujets non plus. Là. Puis je voulais vraiment, juste avant de terminer, je vous laisse le mot de la fin, mais moi je veux remercier toute l'équipe au Québec et au Canada qui travaillent dans la procréation assistée. Les médecins, les infirmières, les embryologistes, les agentes administratives, tous les gens qui nous côtoient, les pharmaciennes, qui donnent les médicaments, qui ont un rôle essentiel dans l'enseignement des médicaments aussi pour les couples infertiles. Donc, on est une famille, on est une petite famille, mais qui font peut-être le bonheur à plusieurs familles au Québec et au Canada. Merci beaucoup. Vous dites que vous êtes ému, mais moi, vous m'émouvez aussi parce que ça paraît que vous êtes passionné, puis ça paraît que vous avez à cœur la réussite, puis que vous y tenez à créer la vie. Et moi, je trouve ça absolument magnifique. Donc, merci à vous de faire qu'est-ce que vous faites honnêtement, parce que quand on tombe dans l'infertilité, puis qu'on on est dans notre plus grande vulnérabilité, puis je pense que d'être entouré de spécialistes qui ont autant à cœur... qui ont la même mission que nous, dans le fond, mais c'est rassurant, puis ça fait du bien. Fait que je voulais vous remercier pour ça. Moi, je prendrais des invités comme vous à chaque épisode. Merci beaucoup. On n'a même pas fait le tour des questions. Non, ça donne l'opportunité à d'autres personnes de venir. Puis, merci encore pour cette belle mission. Et merci pour la rencontre et pour l'invitation. Et au plaisir de se voir plus tard. Mais je pense que je vais laisser la place à d'autres personnes. 2 fois en 3 mois, je pense que c'est assez pour moi. Merci encore. Dr. Elias Dadou du CPA du CHU Sainte-Justine, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. N'oubliez pas d'aller nous donner un petit 5 étoiles sur Spotify, s'il vous plaît. Abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube. Suivez-nous sur Instagram et Facebook. Si c'est pas déjà fait, en nous donnant un petit 5 étoiles, ça aide les autres qui font de la recherche de podcasts sur l'infertilité à nous trouver. Donc, voilà. Merci beaucoup. Mouah. Bye!